Donc Sartre et la praxis, voici mon livre, Sartre et la praxis, publié chez l'Harmattan en 2005 et réédité aux éditions Delga en 2017. Voilà donc ce que je veux dire à titre d'introduction au colloque international Sartre, organisé à l'Université fédérale de Rio de Janeiro en octobre 2022. La place centrale qu'occupent les concepts de praxis et d'intelligibilité de l'histoire dans la pensée de Sartre nous confronte immédiatement avec la question de savoir si la fascination manifestée en permanence par Sartre en tant que philosophe, romancier, auteur de pièces de théâtre et homme politique pour la praxis et pour la politique n'est pas éventuellement réductible à ce passage dans l'œuvre et de la pensée de Sartre d'une pensée ontologique de la subjectivité radicale articulée à une éthique du choix, à une pensée de la praxis des individus dans l'histoire, c'est-à-dire au passage de l'ontologie phénoménologique existentielle heideggerienne à l'existentialisme engagé sartrien et de cet existentialisme ontologique nouvelle formule au matérialisme historique et dialectique, au moins vers une synthèse avec le matérialisme historique et dialectique de Marx. Donc la question de savoir s'il ne s'agit pas plutôt du passage de l'apolitisme individualiste existentiel du Sartre de la nausée, un engagement politique de plus en plus radical, conduisant Sartre des cercles intellectuels sympathisant avec la résistance, à l'engagement politique aux côtés des communistes et, dans les années 50, et de cet engagement temporaire en tant que compagnon de route des communistes, après mai 68, au rôle protecteur d'un protecteur intellectuel des maoïstes français de la cause du peuple. Donc si Sartre est effectivement convaincu sur le plan philosophique à augmenter dans l'après-guerre aussi rapidement le nombre de ses admirateurs et de ses lecteurs, c'est sans nul doute parce qu'il avait dès le début de son activité philosophique radicalement ciblé sur les 5 questions suivantes. 1. Comment l'homme peut-il, en tant qu'individu isolé, travaillant, exister dans un monde s'opposant à lui comme une totalité économique, politique, culturelle et technique incompréhensible et inhumaine, lui imposant par tous les moyens la totalité et la dépersonnalisation. 2. Comment l'homme peut-il y résister? 3. Quel est le sens de son existence dans un monde contingent et absurde? 4. Quelles sont les médiations entre la praxis de l'individu, du groupe, de la classe sociale, avec le pratico inerte? Et 5. Comment fonder la praxis individuelle ontologiquement? Ultérieurement, après son tournant vers le matérialisme historique, cette interrogation sera complétée par les questionnements suivants. 1. Sur quel concept refonder ontologiquement le concept de praxis de l'existentiel au marxisme? Sur le concept de rareté ou sur celui de besoin, comme chez Marx, ou sur les deux en même temps? 2. Comment réussir la synthèse avec le matérialisme historique et dialectique de Marx, sans pour autant sacrifier complètement les bases philosophiques de l'existentialisme ontologique. Donc si Sartre a prédominé si longtemps le débat philosophique au XXe siècle, non seulement en Europe, mais aussi aux États-Unis et en Amérique latine, c'est sans nul doute parce qu'il a aussi su enrichir le vocabulaire du langage philosophique contemporain, non seulement par une terminologie nouvelle, tout à fait originelle, être projet, être en situation, pratico-inerte, exis, sérialité, rareté, contre-finalité, etc. Mais aussi par l'invention de certaines formules magiques qui aptent à cerner le mode d'être de l'homme dans le monde moderne, dans toute son absurdité.
Donc, je rappelle seulement la phrase célèbre, l'enfer, c'est les autres, dans sa pièce de théâtre de huis clos, 1942, où la conscience, cette phrase de l'être le néant. La conscience est un être pour lequel il est dans son être, question de son être, en tant que cet être implique un être autre que lui. Donc il n'y a pas de formule qui opère mieux la synthèse de l'intériorité dialectique détenue dans le principe de l'être comme question, de cette extériorité intentionnelle, c'est-à-dire de la projection constituante vers l'autre, mais la formule est aussi ambiguë, car elle a servi de prétexte pour que Sartre soit accusé d'avoir donné, dans l'être et le néant, au mot être, sein en allemand, le sens que Heidegger réservait plutôt au participe étant, seiendes. Y a-t-il tautologie? Évidemment, c'est la thèse d'Adorno qui dit à la tautologie. Force est pourtant de constater que même si Adorno manifeste, évidemment, lors de la rédaction de l'être et le néant, la volonté ferme de vouloir dépasser l'ontologie existentielle phénoménologique de Heidegger, en articulant la pensée de l'être dans son étance prioritairement avec la problématique de la liberté et en définissant celle-ci comme pouvoir qui détient la conscience de se soustraire à la chaîne des causes et d'échapper aux déterminations naturelles, il est tout à fait caractéristique pour l'itinéraire philosophique et intellectuel de Jean-Paul Sartre que cet existentialisme ontologique de la liberté, aussi fortement influencé à ses débuts par Kierkegaard et par Heidegger, s'affranchira de plus en plus au cours des années 50 de l'ontologie phénoménologique heideggerienne pour se rapprocher progressivement, sous la pression d'un contexte historico-politique déterminé par la libération, par l'antifascisme, et celle d'un engagement politique de plus en plus militant, non, des positions du matérialisme historique, sans pour autant vouloir renoncer à un des piliers philosophiques fondamentaux de sa nouvelle pensée, ontologique et existentielle, à savoir la phénoménologie husserlienne et la philosophie cartésienne du cogito. Donc c'est leur synthèse qui permettra à Sartre de définir la conscience prioritairement en tant que subjectivité intentionnelle, s'attestant comme conscience de l'existant, c'est-à-dire comme conscience d'un être dont l'existence pose l'essence, et inversement comme conscience d'un être dont l'essence implique l'existence. C'est ce tournant dans la pensée de Sartre, d'un existentialisme ontologique, affirmant simultanément la liberté totale de l'homme et la contingence de son existence dans le monde. C'est cet intérêt de Sartre, découvrant ultérieurement au courant des années 50 du XXe siècle le matérialisme historique, entre autres par le biais d'un nouveau concept de la praxis, à la fois proche et différent de celui proposé par le marxisme classique, qui occuperont une place privilégiée, évidemment, dans nos études de l'œuvre de Sartre. Concrètement, il s'agit pour nous de montrer que malgré ce tournant de Sartre vers le matérialisme et vers une ontologie du social, dont la critique de la raison dialectique publiée en 1960 est incontestablement la meilleure attestation, cette métamorphose spectaculaire d'une pensée ontologique phénoménologique, n'acceptant à ses débuts que la conscience de l'individu singulier jeté dans le monde et contraint de nouer des rapports difficiles avec un monde environnant dont le sens lui échappe complètement, se tournant vers une pensée de l'individu commun, du groupe et de la classe et de la praxis dans l'histoire. Donc, évidemment, cette pensée qui comporte, c'est notre hypothèse, toujours un héritage phénoménologique important et significatif, même après se tournant vers le marxisme. Un héritage qui se traduit entre autres par la décision sartrienne de définir la praxis humaine dans l'histoire
toujours et presque exclusivement comme un rapport ontologique reliant un sujet ou un groupe impliqué dans le champ pratique avec le pratico-inerte en privilégiant les totalisations opérées par l'individu, c'est-à-dire la praxis. Mais aussi frappante que puissent nous paraître ces lectures sartriennes de Marx à partir de 1952 et ces appropriations de la théorie hegeliano-marxiste de l'aliénation, on constate que la tentative de Sartre de redéfinir ainsi le matérialisme historique de la critique de la raison dialectique, notamment dans le deuxième volume, publié à titre posthume en 1985, est essentiellement à partir de la théorie de la rareté et non pas à partir de la théorie marxienne de la contradiction entre capital et travail, entre les forces productives et les rapports de production. Et que c'est cela qui, paradoxalement, va éloigner l'auteur de la critique de la raison dialectique des pères fondateurs du marxisme, des pères fondateurs du matérialisme historique et dialectique, du moins au niveau de la terminologie, et cela au moment même où il sera en train d'épouser, du moins dans ses grandes lignes, la théorie marxienne d'une praxis d'émancipation collective, donc d'une praxis de l'émancipation de la classe ouvrière du prolétariat. La morale, aujourd'hui, doit être socialiste et révolutionnaire, avait affirmé Sartre déjà dans les cahiers pour une morale, écrits entre 1947 et 1948. Effectivement, le passage de Sartre de l'approche phénoménologique et ontologique de l'être et le néant à l'existentialo-marxisme de la critique de la raison dialectique en 1960 est celui d'un concept de praxis défini comme réalisation d'un projet intentionnel individuel du pour-soi, voire comme projection du pour-soi vers ce qui n'est pas dans le monde, au concept d'une praxis définie d'un côté comme projet organisateur s'inscrivant par le travail dans la matière ouvrée, c'est-à-dire comme remaniement du champ pratique en vue d'une fin, et de l'autre côté comme praxis processus déterminant la pratique d'un ensemble social organisé, d'un groupe ou d'une classe sociale dans l'histoire. Et cet effort, destiné à jeter les fondements d'une nouvelle théorie des ensembles pratiques, dans une proximité évidente avec les analyses du matérialisme historique et dialectique, conduira effectivement Sartre de l'analyse de la praxis individuelle comme totalisation à une compréhension de plus en plus profonde de la matérialité de la praxis. Et cela dans le cadre généralisé d'une dialectique matérialiste de l'histoire, d'une dialectique matérialiste qui soit rénovée, réactualisée, qui, à la différence précisément de celle des pères fondateurs du marxisme, préconisera que toute dialectique historique repose sur la praxis individuelle en tant que celle-ci est déjà dialectique. Et en focalisant ses recherches sur les médiations dialectiques constitutives de la praxis, sur la multiplicité des unifications et leur réciprocité antagoniste qui transforment les individus se constituant dans des situations historiques précises en groupes d'action, Sartre parvient finalement à esquisser 4 choses. Premièrement, une théorie de la matière ouvrée comme objectivation de la praxis individuelle et collective. Deuxièmement, une théorie de l'intelligibilité de l'action commune dans l'histoire à partir des dialectiques constituées entre individus, groupes et classes sociales dans le processus historique. Et troisièmement, une dialectique, ce qu'il appelle une dialectique de l'antidialectique et de la médiation dans la praxis organique de la violence par les machines et ripostes ouvrières. Et quatrièmement, une théorie de la praxis processus violence dans le cadre de la critique sartrienne de la violence de type colonialiste. Donc la critique du colonialisme occupe en effet une assez grande place dans l'œuvre de Sartre,
notamment à partir de la guerre d'Algérie, 1954 à 1962. Donc, en même temps, on peut évidemment, dans cette perspective, rendre hommage au philosophe qui a eu le courage, donc, qui, avec sa dénonciation du colonialisme, de l'impérialisme, de l'antisémitisme, du fascisme, avec sa prise de parole en mai 68, dans la Sorbonne occupée, devant des milliers d'étudiants caressant l'utopie d'un monde autre, libéré des contraintes et de la répression, a fait preuve d'un courage politique exemplaire. Voilà. Et bien, en ce qui concerne précisément encore cet engagement politique, parfois très controversé, du philosophe Sartre, notamment ses interventions politiques entre 1960 et 1978, je voudrais souligner que ces interventions attestent pratiquement toutes, qu'il s'agisse de la guerre d'Algérie, de la guerre du Vietnam, de la révolution cubaine, ou de mai 68, ou de l'engagement pris en faveur de la distribution de la cause du peuple sur le boulevard de Paris, que Sartre est resté pratiquement jusqu'à la fin de sa vie toujours fidèle à son option existentialo-marxiste qui faisait de lui, depuis l'occupation, un homme du refus, un homme de la négation de toutes les conditions d'asservissement et de domination de l'homme par l'homme, donc, et un intellectuel engagé, dont le point de vue critique face à toutes les formes de pouvoir et d'oppression avait un poids extraordinaire sur l'opinion publique française et mondiale, dans la mesure où Sartre, étant à la fois professeur de philosophie sans chaire et quasiment ministre sans portefeuille depuis la libération et pendant toute la durée des gouvernements gaullistes, des gouvernements de la 4e et 5e République, s'imposait effectivement avec ses prises de position politiques dans l'agora de l'espace public français, européen et mondial, comme intellectuel, comme l'a souligné à juste titre Pierre Bourdieu, comme intellectuel engagé total dont la vie sur certaines affaires publiques ne pouvait pas être ignorée par les gouvernements. Donc je renvoie par exemple à l'échange de lettres entre Jean-Paul Sartre et le général de Gaulle à propos de l'organisation du tribunal Russell sur la guerre au Vietnam. Il incarnait ainsi, pratiquement par lui-même, exclusivement, et avec le groupe de ses amis les plus proches qui l'entouraient, comme Francis Janson, Claude Lanzmann ou André Gortz, un parti de l'opposition de gauche officiellement inexistant, mais s'auto-attestant et s'auto-confirmant sans cesse par ses interventions et sa présence sur la scène politico-intellectuelle de l'époque. Et le vide qu'il a laissé dans ce domaine, dans l'espace public français et européen, n'a toujours pas réellement été comblé depuis sa disparition le 15 avril 1980 à l'âge de 75 ans. Rappelons que 20 000, même 30 000 personnes ont suivi son cercueil lors de ses funérailles au cimetière de Montparnasse à Paris le 20 avril 1980.